questions. Et du coup, on va commencer par vous présenter Antoine. Bonjour Antoine, et merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Antoine. Je travaille chez Limpila maintenant depuis 6 ans, ça va faire, ça ne me rajeunit pas. Et je m'occupe de l'équipe consulting dont la mission, c'est d'accompagner nos clients dans tous leurs projets data et également, dans ce cadre-là, sur des projets de gouvernance des données. Super, merci beaucoup Antoine d'être avec nous. Et moi-même, donc Marie Gévrotte, responsable marketing chez Limpida. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut peut-être faire un constat sur ce qu'on remarque chez nos clients en matière de données? Avec plaisir. Donc, le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, en fait, toute société produit des données, beaucoup de données. Peu importe ce qui se passe, ça se manifeste quelque part par un morceau de données qui fait apparition. Et ces données, elles ont des valeurs. Donc, le tout premier constat, c'est de se dire, en fait, on crée de la valeur tous les jours quelque part dans l'entreprise, donc autant l'utiliser. Par contre, on constate également plusieurs freins qui font que l'utilisation de ces données n'est pas forcément toujours aussi simple que ce que l'on souhaiterait. Et là, justement, on vous montre certains qu'on rencontre assez souvent, qui commencent par tout premièrement un silotage, en fait. C'est-à-dire que je vais avoir évidemment différents systèmes, un pour gérer la compta, un autre pour gérer les clients. Est-ce que les deux sont interconnectés dans un monde bel et parfait? Oui, ce n'est pas toujours le cas. Et donc déjà, on peut avoir un problème de rupture entre différents systèmes. Assez souvent, un peu dans la lignée, on retrouve aussi un système d'information legacy qui a fait ses preuves, mais qui est trop lourd pour être changé puisque refaire typiquement son logiciel qui gère la comptabilité, c'est un investissement très conséquent et donc le changer, c'est pas nécessairement, on va dire, la première des décisions qu'on va prendre. Et en fait, une suite de ces soucis, c'est justement que comme on n'a pas nécessairement les interconnexions nécessaires, on peut avoir des problèmes de fiabilité des données. Donc un problème classique, hein, les clients existent dans le logiciel comptable, mais aussi dans le logiciel CRM. Si ce référentiel n'est pas correctement partagé, déjà, je peux avoir des problèmes à partir du moment où je veux faire des analyses communes entre les deux systèmes. Et par-dessus, du coup, on retrouve également un frein à l'usage qui vient aussi des utilisateurs métiers. Pourquoi? Si j'ai eu un problème une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, je ne vais peut-être pas nécessairement me fier aux données qui sont mises à disposition et trouver un autre moyen de me débrouiller. Et en dernier lieu, mais qui est aussi un peu la source de tout ça, on va trouver le frein à mettre en place une réelle gouvernance. Pourquoi? Parce que ça représente un effort conséquent et dans la durée et qui surtout se comprend un peu comme une assurance en fait. Si on n'en a pas besoin, on a l'impression de payer pour rien. Par contre, le jour où on a prévenu un gros problème, on est très content d'avoir mis en place son process de gouvernance. Très bien, très clair, merci beaucoup Antoine. Et du coup, peut-être avant de présenter les différents quick wins, on va partir sur la même longueur d'onde, donc définir ce qu'est la gouvernance des données, pour qu'on soit tous d'accord. Voilà, donc la gouvernance de données est en fait une approche qui doit nous permettre de gérer nos données sur tout leur cycle de vie. Donc dès l'apparition, à travers l'utilisation qui peut être de plein de manières différentes, jusqu'à leur disparition, ce qui souvent veut dire que ça devient simplement obsolète. Et le but, c'est justement d'offrir un cadre structurel à l'intérieur duquel on aura défini qu'est-ce que ça veut dire pour une donnée, qu'elle soit cohérente, fiable et pertinente. Donc typiquement, par exemple, le chiffre d'affaires, on va valider que le montant correspond bien à la quantité vendue multipliée fois le prix. Tout comme on peut, par exemple, se dire autrement que pour les clients, on va s'assurer que chacun de nos clients a bien une adresse de livraison. Donc, selon les données qu'on regarde, en fait, les critères de cohérence et de fiabilité ne seront pas nécessairement les mêmes. Et donc, le but, c'est justement de créer un cadre à l'intérieur duquel on va pouvoir naviguer en utilisant nos données. Et une fois qu'on a créé ce cadre, donc une fois qu'on sait à quoi on voudrait que nos données ressemblent, en fait, on va mettre en place les mécanismes de contrôle. Parce que le but, c'est évidemment, une fois qu'on a dit que tous nos clients doivent avoir une adresse de livraison, encore faut-il s'assurer que ce soit le cas. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et donc, tu peux nous présenter peut-être ce framework de gouvernance des données qu'on trouve, qu'on a mis en place chez nos clients. Bien sûr. Donc, ce qu'on va regarder là, c'est une façon de le faire, hein, c'est pas la seule vérité. Mais en tous les cas, ce qui va toujours être important, c'est d'arriver à faire converger la stratégie business avec la stratégie data.
Donc, simplement dit, il faudrait que le business drive la data et non pas l'inverse. Donc, si on prend un exemple, et qu'on reprend l'exemple sur le legacy, il ne faudrait pas qu'on adapte notre organisation à la manière dont est fait le logiciel comptable. Dans un monde bel et idéal, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que du coup, c'est le business qui drive et on fait en sorte que du côté data, en fait, on arrive à l'accompagner, à le soutenir, à l'aider dans la mise en place de sa stratégie. Ce qui en fait va se traduire par plusieurs étapes. Donc, on va commencer par répertorier l'ensemble des sources. Donc, ça peut être les grands classiques, hein, le logiciel comptable et le CRM, tout comme ça peut être, par exemple, aussi les commerciaux qui ramènent des fichiers Excel des salons où ils ont été. Par nature, c'est moins structuré. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de valeur dedans. Et donc, une fois qu'on a répertorié les sources, encore va-t-on identifier les data owners, donc, qui sont finalement les garants du contenu de ces sources. Et idéalement, ça va aboutir sur un comité de gouvernance. Alors, il ne faut pas avoir peur qu'il ne va pas se réunir tous les jours, mais qui devrait se réunir au moins à une fréquence, on va dire, raisonnable, de façon à simplement mesurer, l'avancée si je suis en mise en place d'un process de gouvernance, ou alors qui va mesurer est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'il y a des problèmes qui apparaissent, ou encore qui pourrait décider sur une feuille de route pour intégrer, par exemple, des nouveaux systèmes dans le système de gouvernance. Donc, ce qui veut dire que là, on a quelque part défini, on va dire, les parties prenantes aux manettes du process. Et maintenant, on va s'occuper de, en fait, traiter notre donnée de façon à ce qu'on puisse dire elle est bien intégrée dans notre framework et qu'on arrive à appliquer les règles qu'on s'est données. Donc, première des choses, c'est évidemment l'accès. Donc, il y a deux volets. Un, l'accès depuis l'extérieur. Donc, on ne veut pas que quelqu'un qui ne fait pas partie de notre société ait accès à nos données. Par contre, à l'intérieur, évidemment, on va essayer de bien gérer aussi les règles d'accès. Je prends l'exemple le plus courant. Tout le monde ne doit pas avoir accès à tous les salaires. C'est l'exemple le plus simple, mais c'est pourtant une étape très importante parce que si on a une fuite, que ce soit en interne ou en externe, c'est quand même à chaque fois un grand risque. Pardon. Après, on va avoir la deuxième étape, du coup, qui sera le volet politique et procédure, où en fait, une fois qu'on a des parties prenantes et qu'on a bien sécurisé nos données, on a déjà un bon début de procédure. Et maintenant, on va justement arriver à dire, ensemble avec les data owners, pour une source donnée, qu'est-ce qui la caractérise et comment est-ce qu'on sait s'assurer que ce que nous met à disposition cette source soit juste et conforme à ce que l'on attend. Et donc, en fait, à l'issue de ce process, on va aboutir sur un catalogue à l'intérieur duquel on saura dire, pour un morceau de données que j'ai identifié, je m'attends à ce que je rencontre tel cas de figure ou tel cas de figure, tout comme à l'inverse, si je rencontre autre chose, à minima, ça doit me mettre la puce à l'oreille et me permettre de me dire est-ce que je ne dois pas regarder ce qui se passe. Ce qui devrait, en toute logique, nous faire aboutir sur une organisation qui est là pour accompagner ce process, un ensemble de règles de gestion, donc quelque part un catalogue des données qui existent. Et là, on va rentrer naturellement dans la partie data literacy et culture, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai des données qui sont correctement distribuées, donc tout le monde a accès à ce dont il a besoin et ce qu'il a le droit de voir, et que je sais aisément dire ma donnée est juste, elle est à jour, elle est fiable, là, du coup, je peux commencer à acculturer mes collègues en leur disant, en fait, regarde, si tu as une question, tu prends ce qu'il y a dans la data et ça devrait répondre à ton interrogation. Pardon. Et comme ça, petit à petit, en fait, on va pouvoir, assis sur cet ensemble de règles de gestion, emmener notre organisation vers une culture où finalement on va arriver vers ce qu'on appelle le data-driven, c'est-à-dire qu'une grosse partie des décisions et des analyses sont justement drivées, menées par les insights qu'on tire des données. Ce qui par la suite va nous amener au dernier carré vert, qui est en fait un cycle d'amélioration continue. Pourquoi? Parce que la data qui n'est pas utilisée ne sera jamais améliorée. Elle ne sera pas améliorée. Pourquoi? Parce que personne ne va jamais voir s'il y a des incohérences ou s'il y a des erreurs dedans. Et donc, du coup, si on arrive à rentrer dans cette logique, je travaille avec un morceau de data, je vois qu'il y a quelque chose qui me semble bizarre, donc je vais en parler au data owner qui soit va me donner une explication qui me permettra de comprendre, ou alors va dire merci d'avoir alerté, il y a effectivement une erreur, je corrige et on ne la retrouvera plus. Ce qui, justement, petit à petit, va nous permettre, du coup, d'aller on va dire, des grands classiques très génériques où on va enlever toutes les grosses aberrations qu'on s'est anticipées, jusqu'à dire, plus on utilise la data, plus finement on va pouvoir même trouver les tout petits derniers loups qui semblent bizarres de façon à les améliorer. Et ce que vous voyez en bas, le gros carré gris, Data Management IT,
c'est justement pour indiquer que tout ce process, il doit se passer de façon soutenue et accompagnée par l'IT. Pourquoi? Parce que, on l'a dit en entrée, si on veut mélanger la stratégie business, la stratégie data, ça veut dire aussi que autant les experts du business sont les utilisateurs métiers, par contre, les experts de la stratégie data sur le volet technique restera l'équipe IT qui vont justement mettre à disposition un ensemble d'outils qui vont permettre de correctement accompagner ce process. Donc, très clair, merci beaucoup Antoine. Et n'hésitez pas si vous avez des questions hein, à lever la main. Et du coup, j'imagine que plusieurs personnes n'ont pas tous le même niveau de maturité. Donc, chez Limpida, on a identifié 5 niveaux. Est-ce que tu peux peut-être les commenter? Comme ça, après, on pourra aussi adapter les cookouines par rapport aussi au niveau de maturité de chacun. Bien sûr. Alors, peut-être en préambule, hein, c'est une grille qui est censée nous aider à nous évaluer en termes de maturité. Donc, ce n'est pas une compétition. Le but, c'est pas que tout le monde ressorte en haut à droite au niveau 6. Le but, c'est plutôt de prendre un peu de recul sur son organisation et de se dire, est-ce que je me situe au début, au milieu, peut-être dans aucun des niveaux parce que c'est un mélange un peu différent. Mais où si on regarde de gauche à droite, bah, en fait, on commence par dire qu'on est ignorant, ce qui veut dire qu'en gros, bah, on a des datas, on les utilise, hein. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui génère des commandes à la main avec une feuille et un stylo. Donc, quelque part, on est forcément dans un process qui est peu informatisé ou peut-être même très informatisé. Par contre, sur le volet gouvernance, bah, en fait, quand il y a une erreur, on la corrige et on passe à autre chose. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Je pense que selon la taille de l'entreprise et le budget qui est mis, ça peut aussi être simplement le fonctionnement adapté. Par contre, si on a envie de rentrer dans une réelle logique d'utilisation des datas, ce n'est pas nécessairement la meilleure. Après, on va arriver sur le niveau de prise de conscience, où donc en fait, on s'est dit qu'on aimerait bien être data-driven et que on aimerait bien aller dans cette direction parce que ça semble intéressant et que ça fait sens. On a de temps en temps des tentatives, donc généralement, ça se traduit par une phase de workshop très intensive. Pendant un mois, on fait que ça. Puis ça tient pendant un certain temps. Par contre, si ça manque un peu de structure et de vision dans le temps long, bah, du coup, l'effet va s'estomper assez rapidement. Par contre, cette prise de conscience est très importante parce que ça veut dire aussi que des acteurs clés de l'entreprise se sont rendus compte qu'il serait peut-être intéressant de faire quelque chose. C'est un problème qui a été ressenti d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est le début, en fait, de quelque chose. Où là, on va pouvoir passer au niveau fondation, ce qui souvent se traduit par un département qui se dit, bah, en fait, on va essayer, nous, de nous structurer, qui donc, en fait, va plus loin que le niveau de prise de conscience pour se dire, bah, d'accord, on a fait quelque chose, ça a marché, mais ça n'a pas super bien marché comme on aurait aimé. Donc, on va s'organiser, on va se définir des KPI. Parfois, ils vont peut-être même se rajouter un outil de gouvernance, ce qui peut évidemment aider pour structurer le process. Et donc, en fait, on voit émerger on va dire un tout premier programme de gouvernance des data au sein de l'entreprise, mais pas encore, on va dire, structuré, sponsorisé au niveau de toute l'organisation. En revanche, ça fera ses preuves. Généralement, c'est dans le métier que ça naît et que ça fonctionne bien. Et du coup, bah, comme ça marche, il y a peut-être des départements voisins qui vont l'adopter. Donc là, on rentre dans la partie développée et adaptée, donc le niveau 3. Il y a doucement des tableaux de bord et surtout des tableaux de bord transverses qui vont émerger, parce que c'est là où ça commence à devenir vraiment intéressant. Et du coup, tout en améliorant en constance ce process qui au départ n'était finalement le produit d'une équipe, mais qui va commencer à doucement se propager, bah là, on va arriver justement à une vraie logique qui se met en place et qu'il va falloir donc étendre et continuer à l'optimiser. Où là, on va arriver au niveau 4 où donc là, généralement, la grosse différence, c'est que l'accès aux données est soudainement sécurisé et audité. Donc avant, déjà, il n'y avait pas tout le monde qui a accès à tout, mais la grosse différence, c'est quand on arrive à le faire de façon cross-départementale, ça veut dire aussi que moi, je travaille dans l'équipe marketing, je peux avoir accès aux données ressources humaines qui sont pertinentes pour moi. Mais ça aussi, ça demande en fait un ensemble de règles et de gouvernance. Avant, c'est pas possible. Et après, c'est aussi le moment à partir duquel on va pouvoir mesurer des vraies améliorations. Parce que pareil, un seul département, vous allez voir des améliorations, mais du coup, là où souvent on a des problèmes de cohérence, c'est l'interconnexion, c'est la communication, j'ai envie de dire, entre les différentes applications utilisées.
Et c'est là aussi, une fois qu'on est dans une logique où c'est plus qu'une équipe qui le fait, où le temps d'arrêt des applications métiers va considérablement se réduire. Pourquoi? Si j'ai une application qui a besoin de data qui viennent de 3, 4, 5 équipes différentes, si à l'intérieur, il n'y en a qu'une qui est nickel sur ses données et les autres un peu moins, bah en fait, ça va pas encore, ça va amener de l'amélioration, bien sûr. Par contre, on aura toujours 4 sur 5 qui potentiellement pourraient venir, on va dire, injecter des données incohérentes. Et après, le dernier niveau, j'ai envie de dire le niveau master, la maîtrise, bah, c'est en fait de faire en sorte que l'ensemble de la société adhère au programme, donc que ça devienne un espèce d'objectif commun, où tout le monde se dit, moi je veux que dans mon périmètre de responsabilité, la donnée soit juste parce qu'elle est importante. Ce qui veut dire aussi que l'ensemble des collaborateurs ont accès et font confiance. Donc le but, c'est justement de la distribuer, de donner cet outil qui génère de la valeur à ses collaborateurs, et surtout d'aboutir sur une seule source de vérité. Donc là, pareil, je fais un exemple assez classique, hein. Je pense qu'on le connaît tous. On s'est réunis à 4 à 5 pour parler du chiffre d'affaires du mois passé. On a 4 versions du chiffre d'affaires, personne n'a tort. Laquelle est celle qui devrait driver notre discussion? Donc du coup, le but, c'est effectivement au niveau de l'organisation, donc de toute la société, d'arriver à adhérer à une manière de gérer les données, de façon à ce que les discussions portent sur le fond et sur la stratégie, au lieu de porter sur oui, mais mon calcul, il est meilleur que le tien, parce que justement, cette discussion, on l'a eu une fois et on s'est mis d'accord, et on a réussi à faire adhérer tout le monde à ce même ensemble de règles de gestion. Bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Antoine. Hein, c'est vraiment clair. On a une question. Alors, on va vous donner la main, Monsieur Tardif. C'est bon, normalement, vous avez la main. Est-ce que c'est bon? Ouais, votre micro est coupé. Allez-y. Là, il devrait être ouvert, ça devrait fonctionner. Ouais. Alors, sinon, vous pouvez écrire sur le chat, normalement. Et là, vous m'entendez ou pas? Oui, Là, c'est bon, vous entendez. Oui, ok, je l'avais pas activé. Bonjour, ouais, donc moi c'est Adrien, je travaille pour Decathlon Digital et j'aurais une question en fait sur le niveau 4. Vous mettez les améliorations apportées par la gouvernance des données peuvent être mesurées par des KPI. Et en fait, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des exemples de KPI si on voulait créer un cockpit qui permet de montrer la valeur ajoutée de notre programme de gouvernance à nos différents interlocuteurs, quels seraient ces indicateurs? Donc, si vous avez des retours d'expérience là-dessus, je suis preneur. voilà, très bonne question. Déjà, merci d'avoir demandé. J'aimerais en fait proposer qu'on fasse peut-être la part des choses entre deux types de KPI. Donc, pour moi, il y a les KPI génériques qui sont tout simplement, par exemple, la fraîcheur des données. C'est-à-dire que si je peux dire qu'en moyenne, j'ai à peu près un décalage de 1 heure entre un événement business se produit et il est visible par tout le monde, déjà, c'est plutôt pas mal. Et donc, justement, en mettant en place une approche de gouvernance, vous allez voir aussi que ce temps va considérablement se réduire parce que, justement, vous allez être dans une logique de bien comprendre votre modèle de données et de pouvoir vous dire, là, c'est important d'avoir un temps court, là, je peux me laisser un temps un peu long, et du coup, d'optimiser ce temps d'accès à l'information mise à jour. Et après, dans la deuxième partie, qui sont pour moi les KPI plutôt spécifiques, alors si je pense à une société comme Decathlon, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'imagine que ça doit vous arriver que dans le shop en ligne, par exemple, des prix soient erronés ou qu'il y a plusieurs e-shops qui utilisent la même base et de temps en temps, j'ai la même paire de chaussures à deux prix différents. Du coup, un KPI pertinent pour vous, ça pourrait être justement d'identifier ce genre de problème et de les mesurer, par exemple, une fois par semaine. Est-ce qu'avec les modifications qu'on a apportées, on a plus ou moins de prix erronés? Parce que là, il y a le volet un peu générique qui est de dire est-ce que ma donnée est à jour et est-ce que j'ai pas de grosses aberrations? Donc là, les KPI sont notamment est-ce que j'ai un taux d'erreur qui baisse? Est-ce que j'ai le temps de rafraîchissement qui baisse? Et après, il y a surtout les KPI liés à votre métier que l'on ne pourra pas forcément anticiper à votre place. Est-ce que j'ai répondu à la question? En partie, mais du coup, Ouais. si on voulait chiffrer
Parce qu'en fait, nous, on a un gros enjeu d'acculturation, c'est une grande entreprise et du coup, on doit justifier auprès des différents métiers l'apport de valeur de notre équipe de gouvernance. Donc, du coup, on peut faire effectivement des REX sur un certain nombre de cas d'usage qu'on a et d'objets métiers qu'on a mis sous gouvernance avec des KPI de ce style. Mais du coup, est-ce qu'il y aurait des KPI vraiment liés à la pratique de la gouvernance qui permettrait de mettre un peu en valeur notre activité. Parce que, par exemple, on utilise un data catalogue, mais aujourd'hui, on se base beaucoup sur le nombre d'utilisateurs qui se connectent, le nombre de business objects avec des data owners ou des choses comme ça. Mais ça, c'est pas forcément super parlant pour des métiers, parce que c'est pas forcément chiffré. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous fait gagner. Et du coup, on se pose des questions sur comment démontrer un peu mieux la valeur qu'on peut apporter en tant que programme de gouvernance. Alors là, je pense que le data catalogue, évidemment, c'est un très bon sujet où l'un des KPI que je me mettrais à suivre, c'est ce que j'appellerais le taux de couverture, c'est-à-dire combien de pourcents de vos données sont correctement cataloguées, documentées et l'information est partagée. Donc ça, c'est plus pour, c'est pas leur montrer ce qu'ils vont gagner, mais c'est plus montrer l'avancée, on va dire, dans le programme. Après, à mon avis, si c'est pour montrer aux utilisateurs, les meilleurs KPI sont le temps gagné puisqu'il y a moins d'erreurs. Donc, autrement dit, il faudrait essayer d'arriver à trouver un moyen pour, au moins à la louche, chiffrer le temps perdu à chaque fois qu'il y a des données erronées qui sont quelque part. Donc là, je ne connais pas assez bien le business de Decathlon, mais si je reprends mon exemple des prix erronés, par exemple, combien de fois par mois ça se produit et combien de temps ça demande à corriger à la main à quelqu'un? Tout comme, par exemple, autres indicateurs, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'argent qui se perd avec justement des problèmes de data, avec des prix qui sont faux, qui pourraient se chiffrer comme ça pour dire, en fait, on a une action avec des remises supplémentaires qui a été mal chargée, donc ça nous a coûté X euros. J'espère que ça n'arrive pas souvent, mais je pense qu'il faut essayer de trouver des KPI très parlants. Ok, merci bien pour ces insights. Merci à vous. Merci. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite et, parler donc du processus de gouvernance des données et de comment donc l'accélérer. Et peut-être avant de commencer à parler de QuickWin, de parler de processus de gouvernance des données. Antoine, si tu peux nous commenter un peu ce schéma. Oui, donc on retrouve, on va dire, l'opérationnalisation de ce qu'on a regardé tout à l'heure. Où donc, du coup, si on commence à gauche, on va retrouver l'actif des données. Donc, ça consiste à dire, je fais un inventaire complet de tout ce qui existe, que ce soit des bases de données, des applications. Peut-être qu'il y a déjà un warehouse central qui existe quelque part. Il y a forcément un environnement de reporting et analytics, même si c'était aujourd'hui, par exemple, un ensemble de fichiers Excel, ça compte. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de plus avancé que ça pour rentrer dans un process de gouvernance. Et là, le but, c'est justement d'en construire l'architecture. Donc, un peu comme une maison, on commence par la fondation qui sont les sources. On s'assure que les sources soient justes et après, on peut construire l'étage 1, 2, 3, 4, jusqu'à autant qu'il va y avoir besoin pour répondre à ce qu'on a envie de faire. Où là, en termes de profil, vous allez idéalement avoir des gens du métier, donc ce qu'on appelle data, mais accompagnés de gens plutôt ingénieurs et surtout IT, pour justement être sûr que cette fondation, donc ce rez-de-chaussée de notre maison, soit stable et soit conçu de façon à répondre à vos besoins. Une fois qu'on a mis en place l'architecture autour de nos actifs, là, on va pouvoir, alors on l'a mis au milieu pour que ce soit bien visible, reparler de la protection. Donc, première des choses, c'est faire en sorte que l'accès soit correctement géré, donc fermé de l'extérieur et bien ségrégé à l'intérieur de notre société. On va pouvoir mettre en place nos règles de data quality. Donc ça, en gros, c'est la partie gauche du schéma de tout à l'heure, où le but, c'est justement d'aller définir un process et des règles de gestion, actif par actif, pour dire, sur le dataset, admettons, finance et comptabilité, les règles sont les suivantes qui s'appliquent. Et après, on va passer à la partie data validation, parce qu'avoir des règles, c'est super, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il qu'on s'assure qu'elles soient correctement appliquées. Où là,
on va aboutir sur un référentiel et surtout un référentiel master data qui soit cohérent et qui soit juste, sachant que là, ce travail de, on va dire, d'imagination et de définition de règles, là, on va demander au data steward, donc aux owners des différentes sources, qui sont justement les experts de leur sujet et qui sauront nous guider pour aboutir sur un référentiel qui nous permettra justement d'être certain que la data qu'on utilise soit correcte. Une fois qu'on a réussi à faire ça, bah, idéalement, on arriverait à aller sur le self-data. Donc, vous voyez qu'entre les deux, il y a un petit rond, qui sont justement les politiques et workflow. Donc, politique et workflow, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bah, il va convenir quand même de mettre en place quelques règles pour définir qui a le droit d'accéder quelles données et avec quelle justification. Et idéalement, alors après, de manière automatisée ou pas, mais ça dépend après des sociétés, mettre en place un système de workflow où moi, je peux lever la main pour dire j'aimerais bien avoir telle donnée, et le data steward concerné va examiner ma demande et soit l'accepter, soit la refuser, selon en évidemment mettant les bons arguments pour expliquer que c'est soit pertinent, soit ça ne l'est pas, pour X raisons de confidentialité ou autre chose. Où là, en fait, dans le volet self-data, on va retrouver le data analyst, en fait, autonome. Idéalement, c'est ça le but, ou quelque part, on laisse à un maximum de collaborateurs l'occasion et l'outillage pour aller se servir des données, faire des analyses, produire leur reporting, qu'il soit mensuel ou ad hoc, et pouvoir justement réaliser leurs travaux avec un fort soutien par les data. Et le dernier volet, qui vient au même niveau que le self-data, mais ça dépend après du besoin spécifique, c'est justement Reporting Analytics, où là, on va retrouver le reporting classique, par exemple le compte du résultat qu'on regarde tous les mois, le rapport, il ne bouge pas, il suffit de mettre à jour les datas, versus, admettons une situation où on s'apprête à acheter une autre société, où là, par contre, pendant quelques mois, on va avoir besoin d'analyses complètement différentes, où là, le volet self-data peut avoir de l'intérêt, parce que justement, c'est quelque chose d'éphémère, mais important, qui nécessitera éventuellement pas, qui nécessitera pas nécessairement la mise en place d'un rapport statutaire, on va dire, dédié. Mmh. Et du coup, toutes ces personnes que tu associes à chaque brique du processus de data governance, tu conseilles de les externaliser, les internaliser, faire un mix des deux? C'est quoi Alors, la bonne approche? alors, la bonne approche, je ne suis pas sûr de l'avoir, je pense qu'il y en a plusieurs, Mmh. mais ce que je recommanderais, c'est de faire un mélange et de faire un mélange informé. Donc, c'est-à-dire que si on prend le côté architecture des données, bah, typiquement la partie ingénieur IT, ça peut être une ressource de l'externe. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui finalement est assez pointu sur le volet technique, mais qui surtout, sur tout le process, a une durée de vie réduite. Donc réduite dans le sens, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important, mais par contre, une fois que l'architecture est construite, il va plus avoir un travail à temps plein et une intervention constante. Ce sera plus ponctuellement pour aller ajouter une nouvelle source, modifier quelque chose ou alors corriger encore s'il y a des erreurs. Mais par contre, une fois que l'architecture est construite, le travail, on va dire, propre à cela va être plutôt à la marge. En revanche, la personne métier sur le côté architecturiel, si ça peut être quelqu'un de l'entreprise, ce sera d'autant mieux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a une grande connaissance business et qui saura notamment, bah, sur la durée de vie du process, donc idéalement qui est très longue, continuer à correctement accompagner ses collègues sur l'utilisation de cette architecture. Sur le contrôle des données, bah, je pense que pareil, un mélange est plutôt le bienvenu. Pourquoi? Parce que le steward est donc par définition un expert métier et donc idéalement quelqu'un de la société, accompagné par, là, à nouveau, je pense que l'expertise peut être pertinente, par quelqu'un qui saura, l'aider à bien structurer sa vision et ses règles de gestion, mais qui saura également l'aider à mettre en place les outils et procédés pour automatiser la partie validation des règles de gestion. Après, les deux rôles de droite, alors le data analyst et le data business user, là, par définition, sont des personnes de vos sociétés, puisque ce sont les clients finaux, finalement, de tout ce process. Mmh. Ben, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc, parmi l'un des quick wins, tu me parlais de documenter le modèle. Qu'est-ce que tu entends par là? Comment on procède? Est-ce que ça se fait de façon automatique? Est-ce qu'il faut demander à chacun? Mais du coup, ça demande encore un travail d'acculturation. Alors là, il y a évidemment plusieurs façons différentes de faire. Et
Ce qui s'est avéré plutôt une très bonne idée pour nous, c'est de commencer par faire ce qu'on appelle un DAG, un graphique de dépendance, en fait, qui va mettre en évidence les liens entre les différents assets qu'on utilise. Idéalement, dans un monde bel et parfait, on utilise un outil qui est capable de le générer en quasi-autonomie, de façon à justement ne pas prendre énormément de temps à chacun pour redessiner à peu de choses près la même chose. Donc, le but, c'est justement, dans un premier temps, d'avoir une vision complète. Si je change quelque chose à gauche, où est-ce que je risque d'impacter? Et par la suite, une fois qu'on a ce graphique de dépendance, bah, petit à petit, aller documenter morceau par morceau de façon à ce que si on repense au volet self-data, le but, c'est pas juste d'envoyer le lien à tout le monde et de dire débrouillez-vous, mais idéalement, c'est d'envoyer le lien avec un accès et avoir à côté un catalogue qui va me permettre de dire bah, je tape une question de type je cherche le chiffre d'affaires et il va à minima me dire où est-ce que je peux le trouver, sous quelle représentation et m'expliquer en fait quelle est la différence entre deux endroits où il y a ce qui ressemblerait à la même information. Très bien. Et est-ce qu'il y a, tu parlais d'outils, tu as un outil que tu préconises ou parce que des data catalogues, il en existe pléthore, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il faut absolument une solution unique de catalogue de données ou une solution pour tout le processus de transformation des données dans lequel il y a du data catalogue? Alors après, là aussi, je pense pas qu'il y ait une seule vérité. Maintenant, ce que l'on remarque, c'est que plus on démultiplie les outils, plus c'est compliqué, parce qu'après, il faut les synchroniser, il faut les orchestrer. Et donc, je pense que l'outil de choix devrait être celui qui combine le meilleur de tous les mondes, avec par contre quand même quelque chose qui, à mon avis, est très important, c'est justement faire en sorte que la partie documentation ne soit pas entièrement manuelle. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va retrouver le plus de risques, puisque bah, si j'avance, je développe, je fais évoluer mon modèle, à un moment donné, je vais faire un temps d'arrêt, je vais faire ma documentation, sauf qu'il continue à vivre, et quand j'ai fini ma documentation, bah, en fait, je recommence. Donc après, bon, il n'y a pas de magie, hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des outils qui font la documentation complètement tout seul. Par contre, au moins une grande partie, je pense que ce serait le seul impératif que je mettrais sur le choix d'outils. Après, à la fin, ça restera un ensemble de préférences et de choix technologiques qui sont aussi propres à chacune des sociétés avec chacune de ses contraintes. Mhm. Très bien. Bah, merci beaucoup, Antoine. Et après, comme deuxième quick win, peut-être la partie test, surtout le processus en fait de gouvernance des données. Tu peux nous en parler? Bien sûr. Donc, ce qu'on a dit en entrée, c'est qu'à un moment donné, on va avoir défini un framework avec tout plein de règles de gestion, énormément de choses qui finalement bah, doivent être présentes dans nos données. Par contre, si personne ne regarde, on ne saura jamais si c'est le cas ou pas. Donc maintenant, on a globalement deux solutions. Soit on recrute une armée de stagiaires et ils passent leur temps à faire ça, ou alors on essaye de s'organiser un peu mieux. Et là, le graphique qu'on vous montre, justement, c'est une solution technique qui permet de faire exactement ça. Ou à gauche, on voit des sources finalement hétérogènes, hein. On a une connexion API, des fichiers, une base de données, qui finissent ensemble dans un stack, donc le sandwich qui se trouve au milieu. Et ce qu'on voit sont justement les verts en orange qui indiquent à chaque fois un test, une vérification de cohérence. Donc ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre en fait, à toute étape de notre processus, que ce soit l'extraction, la transformation, de mettre en place des contrôles de cohérence automatisés qui, en fait, vont nous permettre bah, soit d'être validés, donc c'est là où j'ai la coche verte et je mets à disposition la data, ou alors, par contre, mon test de cohérence, bah, en fait, il est sorti faux, donc j'en suis alerté et je peux au moins investiguer. Peut-être qu'il y a besoin d'ajuster mon test, parce que parfois on peut aussi avoir zappé des exceptions. Ou alors, par contre, s'il me remonte une réelle erreur, je peux corriger, relancer mon process de mise à jour et être sûr qu'en fait les données que je mets à disposition soient justes. Où là, l'esprit, c'est de se dire, on ne va jamais arriver à faire en sorte que la correction en tant que telle se fasse toute seule. Par contre, plutôt que de mettre à disposition un chiffre erroné, bah, je préfère ne pas le mettre à jour, corriger et avoir un chiffre juste à mettre à disposition de mes utilisateurs. Mhm. Très bien, bah, merci beaucoup, Antoine. Bon, il y a toujours trop de tests, tu le testes, non? Faut Ah pas bah, trop en mettre non plus. Ok. Et donc, pour finir, est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous partager sur la gouvernance des données que tu as pu voir auprès de nos clients? bien sûr, alors moi, le premier principe que j'aimerais partager, il est simple, hein, c'est keep it simple. Un projet de data devient par nature complexe, hein. Il y a besoin de rien faire. Il va tout simplement grossir et amener sa complexité tout seul.
Donc, il n'y a pas besoin de créer un système de gouvernance extrêmement complexe. Le but, c'est vraiment de faire le plus simple possible, de faire le plus explicite possible. Après, ce qui est important également, c'est de faire la gouvernance de bout en bout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à trois quarts et se dire, oh, le reste, ça devrait le faire, on a tout validé. Idéalement, on va aller même sur le tout dernier des endroits où c'est utilisé. On va mettre le petit dernier test qui s'exécute de temps en temps pour être certain qu'en fait, tout ce qui sort, on sait que ça a été validé à un moment donné. Un peu comme en cuisine, hein. Vous n'allez pas faire 10 desserts et le 11e, il n'est pas regardé. Ça n'arrivera pas parce que vous voulez être sûr que l'ensemble de vos clients soient contents. Ce qui est important aussi, c'est la démarche collaborative. Donc, on l'a dit en entrée, il va falloir qu'on arrive à faire converger la stratégie business et data, donc à faire travailler ensemble nos experts métiers avec nos experts techniques. Sinon, pardon, vous n'allez pas pouvoir arriver à vos fins parce que l'équipe technique sans insight métier va vous faire quelque chose de très performant, mais peut-être pas forcément juste. Tout comme à l'inverse, si vous laissez vos utilisateurs métiers partir tout seuls, vous allez avoir une belle collection de fichiers Excel, c'est certain, mais pas nécessairement le système de gouvernance que vous aurez espéré avoir. Et c'est là aussi où, du coup, j'ai deux messages respectivement pour les collègues techniques et les collègues métiers. Ou pour les collègues techniques, écoutez ce qui vous est expliqué. C'est pas parce que de temps en temps, ça peut sembler compliqué ou bizarre ou peu performant qu'il faut tout de suite dire non à un nouveau besoin. Je pense que de temps en temps, il faut aussi être ouvert et essayer d'écouter. Tout comme à l'inverse, et là je m'adresse plus aux collègues métiers avec qui on peut travailler, soyez clairs et sans ambiguïté dans vos règles de gestion. Exemple tout simple, on sait tous que le chiffre d'affaires, c'est la quantité fois le prix. Ça coûte rien de l'écrire et comme ça, il n'y a pas le moindre doute sur comment ça se calcule. Et par la suite, idéalement, bah, je reprends aussi notre collègue de Decathlon. Les KPI, évidemment, c'est quelque chose d'important. Après, il ne faut pas en faire trop non plus parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, ça va nous servir à piloter notre activité. Et donc, la gouvernance des données est une activité importante, mais n'est pas un business en tant que tel. Donc, on se doit d'avoir les KPI nécessaires pour bien anticiper une éventuelle déviation, on va dire. Donc, pour ne pas se retrouver face au mur le jour où il y a un problème, mais idéalement, on le voit avant. Par contre, il ne faut pas non plus qu'on se focalise trop là-dessus, puisque ça va nous prendre du temps sans nécessairement apporter de la valeur. Et le dernier message, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, il faut qu'on essaye de corriger nos erreurs le plus en amont possible. Alors évidemment, je suis le premier à voir ça régulièrement. La petite correction juste avant le reporting, parce que la réunion est dans 5 minutes, on la connaît. Hein, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Par contre, si on veut vraiment rentrer dans une logique de gouvernance, il faut essayer au moins de l'éviter un maximum. Pourquoi? Parce que c'est pas une correction stable. Ça va se reproduire, ça va revenir. Donc il faut essayer d'aller comprendre à la source ce qui ne va pas, la corriger, documenter et son erreur et sa correction. Et comme ça, dans 6 mois, quand on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai voulu faire? Bah, en fait, comme je l'ai écrit, je m'en rappellerai. Bah, merci beaucoup Antoine, c'était très clair. Et avant de clôturer ce webinaire, donc on voulait vous parler très rapidement de Limpida. Donc on a un cabinet de conseil et d'intégration en data avec une spécificité, c'est que nos profils sont double expertise technico-fonctionnelle et métier. Et on a développé notre offre autour de 3 pôles. Donc un pôle sur la gouvernance des données, un autre sur l'analyse des données et un troisième sur l'automatisation et la mise en place de workflow. Donc, comme vous pouvez le voir, on a mis en place des accélérateurs autour de la gouvernance des données avec ces systèmes de test, la génération aussi de graphiques de dépendance, etc., documentation automatique, bref. Voilà, tout un stock d'accélérateurs qui, on l'espère, vous permettront de continuer sur ce processus de gouvernance des données. On sera un plaisir d'en discuter avec vous lors d'un rendez-vous dédié. Et par ailleurs, on développe plusieurs ressources chaque mois, que ce soit des livres blancs, des e-books, des grilles d'évaluation. La dernière date, donc, c'est une grille sur la maturité data que vous pouvez télécharger sur notre site et qui reprend à peu près 7 thématiques autour de la stratégie Data Dragon, que ce soit la gouvernance, la qualité, la sécurité, bref, ça couvre pas mal de choses. Donc voilà, vous pouvez la télécharger dès maintenant. Et pour ma part, je vous enverrai un mail avec le support de cette présentation. Avant de terminer, est-ce que certains ont des questions à poser à Antoine?
Ou des remarques d'ailleurs. Hein. Ou des remarques, hein, tout à fait. On est preneur pour nous améliorer. Donc, je vous rappelle, pour poser une question, il faut lever la main. La main se situe en bas. Ah, Madame Dubrevin, on va vous donner la main. Hop. Normalement, c'est bon. Ouais, donc, votre micro Donc, est en votre... et après, ça devrait le faire. Ouais, voilà. Vous m'entendez là? Ouais. Oui, c'est bon. Oui, bonjour. Alors moi, je suis de la région Île-de-France à la direction de la donnée du pôle de transformation numérique et j'ai un peu les mêmes problèmes que Decathlon, à savoir un problème d'acculturation des métiers et difficulté à convaincre sur les métiers et sur les enjeux de la gouvernance. Et j'avais une question plus particulière. On est en phase de choix d'outils de catalogage. On a quasiment choisi, mais il va falloir maintenant alimenter ce catalogue. Donc, en général, les métiers qui sont déjà bien pris ne sont pas tellement enclins à alimenter ce catalogue de données pour la documenter. Justement, c'est un problème qu'on rencontre. Et donc, du coup, on sous-traite la chose. Par contre, enfin, on compte sous-traiter. Et par contre, la question que je me pose, c'est quid de après l'appropriation, parce qu'on va leur mettre à disposition le catalogue de données une fois alimenté, mais il va falloir à un moment donné les prendre un peu par la main pour qu'après, une fois ce catalogue alimenté, ils le fassent vivre. Et bon, j'ai un peu peur qu'en partant sur une option qui consiste à tout déléguer au niveau de l'alimentation et leur mettre après à disposition le catalogue à faire vivre, est-ce que ça risque pas d'échouer parce que effectivement, on les aura pas impliqués dès le début. Alors, ils sont impliqués parce qu'on a essayé de les impliquer dans le choix d'outils, etc. Mais voilà, c'est une question. Alors, c'est une bonne question et très honnêtement, je ne pense pas avoir de réponse. Enfin, ça, il faut le faire, il faut en voir l'effet. Par contre, j'ai une idée qui pourrait éventuellement vous aider, où je me dis que éventuellement une approche hybride peut être la bonne. Donc, hybride, qu'est-ce que je veux dire? Enlevez-leur le côté vraiment un peu casse-pied de la chose, c'est-à-dire donner un nom à un morceau de data, d'où est-ce qu'il vient, le lien du serveur, comment j'y accède, on va dire un peu la partie en tête de ce qui est nécessaire pour le catalogue, mais qui est du copier-coller. Et après, laissez-les, par contre, remplir le volet description, business fonctionnel, en disant, bah, en fait, on a préparé les 12 morceaux data dont tu es responsable. C'est déjà dedans, le cadre est créé, mais le champ description est vide. S'il te plaît, alimente-le. C'est peut-être un fonctionnement, on va dire, un peu entre les deux, qui leur permet justement de ne pas avoir tout le travail, j'ai envie de dire, vraiment casse-pied, copier-coller, mais qui les implique quand même sur finalement là où il y a la valeur ajoutée, qui est de dire, en fait, moi, utilisateur métier, ce morceau de data, qu'est-ce que je dois en faire? Et j'ai peut-être une deuxième question, c'est sur le volet définition des rôles, hein, data owner, data steward, on a déjà un data champion, qui est sponsor du projet. Et en fait, sur la partie à quel moment vous suggérez que c'est bon de le mettre en place, la définition des rôles par rapport au catalogage de données? Parce qu'effectivement, on va sous-traiter l'alimentation du data catalogue, mais après, il y aura le data owner côté fonctionnel et le data steward qui vraiment, techniquement, va maintenir la solution. Alors moi, je dirais que même si vous sous-traitez, ce moment de nommage devrait se faire au début du projet de catalogage. Pourquoi? Parce que même si c'est sous-traité, idéalement, c'est le data owner qui est responsable de la bonne réalisation par la société qui réalise la sous-traitance. Donc moi, je dirais qu'il faudrait le faire juste avant de lancer officiellement le projet de catalogage. Avant l'alimentation, quoi. Ah, tout à fait. De façon à ce qu'en fait, même si ce n'est pas au data owner lui-même de faire et de taper sur le clavier, au moins d'essayer de le responsabiliser en disant bah, on t'enlève le travail, j'ai envie de dire, groundwork. Par contre, à la fin, c'est toi qui en es garant et si ce qui est dedans, ça ne correspond pas, c'est à toi qu'on demandera d'ajuster si besoin. Ok, merci. On a une question de la part de M. Tardif. Antoine. Oui, si je monopolise pas la parole et que d'autres ne voulaient pas poser de questions, mais dans la continuité, en fait, j'aimerais avoir des arguments pour convaincre. Donc, c'est des sujets d'acculturation aussi.
faut savoir que nous, on a des équipes produits qui utilisent par exemple des méthodologies de développement autour du domain-driven design. Donc en fait, ils font déjà, quand ils designent leurs produits et leurs services, une documentation des données dans leur code, ce qui leur permet de générer des dictionnaires de données à la volée sur des sites web, mais ça multiplie les outils. Et en fait, eux ne voient pas l'intérêt d'avoir un data catalogue en centrale qui reprend toutes les définitions business et qui fait le mapping avec les avec les différents systèmes. Et du coup, je me pose la question de comment est-ce qu'on peut les embarquer sans qu'on leur fasse faire le boulot deux fois, parce que dans notre data catalogue, on a aussi une couche technique qui est documentée automatiquement. Et eux, ils nous disent parfois, en fait, nos data analystes dans notre data lake, ils n'ont pas besoin de la couche métier pour bosser, quoi. Ils ont juste besoin d'accéder aux données. Donc, du coup, c'est comment réconcilier un peu cette approche bottom-up avec une documentation des données plus techniques dans le code versus une documentation métier dans notre data catalogue. Alors, j'ai envie de dire, idéalement, il faudrait trouver un moyen technique pour propager ce qu'ils mettent dans le code dans le catalogue. Je pense que ce serait sans doute la solution la plus simple parce que ça les éviterait justement de faire deux fois leur travail. Après, si vous cherchez des arguments pour leur montrer l'intérêt de le faire, ce qui serait intéressant, alors je ne sais pas si ça existe, ce serait de regarder à quelle fréquence les utilisateurs métiers leur posent des questions. Est-ce que, moi je l'ai avec deux clients où je suis assez impliqué même dans leur quotidien, et je leur ai déjà dit, regarde, j'ai au moins 10 mails par semaine, c'est le même sujet, parce que c'est écrit nulle part en centrale. Et donc, c'est vrai que ça, c'est toujours un indicateur où on peut se dire, en fait, si je réponds deux, trois fois à la même chose, peut-être que je devrais le mettre à disposition quelque part de manière plus ou moins libre service. Donc, je me dis, c'est peut-être un volet qui pourrait les faire bouger s'ils ont beaucoup de questions. Par contre, s'il n'y a aucune question, évidemment, mon argument, il tombe. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou c'est bon pour tout le monde? Bon, je pense que c'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup en tout cas à vous pour votre participation. Merci également d'avoir posé ces questions pour enrichir cette discussion. Et on se retrouve prochainement pour d'autres webinaires, d'autres ressources également. Et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Voilà. Passez une très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Bonne journée.